Le pire étant l'idée, que j'ai vu traîner de temps en temps, qu'il y aurait le plan idéal que l'on pourrait resservir à tous les coups. En revanche, si la conclusion est bonne, c'est un bonus absolu. On n'oublie pas qu'il y en a un dans les bronzés qui avait sans cesse des ouvertures, mais qui ne concluait jamais. Salut Frédéric. Salut Pierre-Alexis. On se retrouve cette fois-ci pour la dernière vidéo de Refaire le monde avec Frédéric Bretéché. Cette fois-ci, pas axé vraiment sur le monde, mais plutôt sur les derniers conseils qu'on pourrait prodiguer aux préparationnaires à peu près un mois avant leurs épreuves dissertatives. Je voulais commencer par évoquer avec toi l'importance déjà de la dissertation qui n'est pas un exposé. Est-ce que tu aurais déjà des conseils de forme à donner aux préparationnaires ? Oui, alors c'est le bon moment parce qu'en fait, il reste encore du temps pour remettre les choses dans l'axe. Alors, la dissertation, hein, c'est une forme, ça tu l'as dit, c'est-à-dire que ça répond quand même à un impératif un peu catégorique de présentation, c'est-à-dire que il y a une tête, un corps et des jambes, il y a une introduction, un développement et puis une conclusion. Donc ça, il faut que cela soit bien en place, évidemment. Alors, une fois qu'il y a la forme, on va rendre la forme la plus agréable possible et puis surtout la plus cohérente possible, parce qu'on peut avoir toutes les parties du corps à disposition, mais enfin si on ne les met pas dans le bon sens, ça va jamais donner quelque chose qui fonctionne véritablement. Donc oui, il faut travailler la forme évidemment, et puis l'esprit, parce qu'il n'y a pas que la lettre, hein, il y a également l'esprit, et l'esprit de la dissertation, c'est un esprit de démonstration, c'est un esprit qui vise à prouver quelque chose, mais pas par affirmation de choses définitives, sans quoi il n'y a plus de discussion, mais par avancée et approfondissement d'hypothèses. Donc l'esprit, il est là, il y a un sujet qui est proposé, qu'on va mettre en tension, qu'on va présenter à son lecteur de la façon la plus stimulante possible, puis on va avancer par hypothèse logiquement enchaînée pour arriver à une proposition de conclusion. Voilà. C'est très très clair. En ce qui concerne l'introduction, qui est souvent la partie la plus importante d'une dissertation, puisqu'elle pose les bases du développement par la suite, on s'interroge très souvent sur l'importance de l'accroche. Est-ce que toi, en tant que correcteur, c'est quelque chose qui te marque? Est-ce que tu as des préférences en termes d'accroche? Est-ce que tu aimes les accroches littéraires, philosophiques? Est-ce que finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça? Alors, tu disais que l'introduction, c'était un moment extrêmement important. Ça l'est. Alors, ce n'est pas le seul moment, évidemment. Mais comme c'est la rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on va rencontrer qu'une fois, en somme, il ne faut pas se louper sur ce coup-là. Alors, l'accroche, pour moi, elle est assez déterminante. Une accroche ratée ne va pas condamner la copie, ça va de soi. Mais enfin, c'est ce que les latins appellent la captatio benevolentiae, hein, c'est le moment où on va capter l'attention du lecteur. Faut jamais oublier, hein, chaque copie est unique, mais chaque copie est prise également dans un ensemble. Et que quand on a 100, 150, 200, voire 250 copies à corriger, chaque copie étant unique, malgré tout, elle se lie par rapport à d'autres. Donc, l'idéal, c'est de proposer une accroche qui va permettre de se démarquer des autres. On est bien dans un esprit de concours. Donc, se démarquer des autres, ça va passer par une captation de l'attention qui va aussi dépendre du sujet. En fait, ça dépend beaucoup du sujet. Moi, je n'ai pas d'attente particulière. Je sais qu'il y a des choses qui fonctionnent parfois mieux que d'autres. Un tableau, une scène d'un roman qui permet tout de suite de mettre en situation le sujet et qui surtout a ce gros avantage, comme pour le tableau d'ailleurs, plus que la citation, qui a cet avantage de permettre l'analyse progressive du sujet à travers la référence, sans le côté didactique de « bon, alors on a ce mot-là, je vais le définir, on a ce mot-là ». Non, on met les mots du sujet en scène, à l'intérieur de l'évocation de l'amorce. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Il se trouve que moi, quand j'ai un sujet, quand je me propose un sujet, et puis ensuite que je le propose aux étudiants, spontanément, le sujet, parce que c'est bien un exercice de culture générale, vient entrer en collision avec une référence. Et cette référence m'ouvre des choses. Je rappelle que le mot expliquer, explicare, c'est faire sortir des plis.
Bon. Alors ça tombe bien, hein, si le monde est chiffonné, il s'agit de faire sortir des plis du chiffon les choses, et la référence va avoir un caractère important. Encore une fois, pas définitivement décisif. Mais c'est extrêmement important pour donner envie, mais tout simplement donner envie de lire la suite. Bien sûr, c'est la première impression, elle est fondamentale. Et à ce niveau-là, c'est toujours très très important, rappelons-le aux préparationnaires, de mettre l'accroche ou l'amorce en lien directement avec les termes du sujet. Le but n'est pas d'avoir une amorce qu'on met dans tous les sujets, mais bien que l'amorce réponde à la spécificité du sujet. Oui. Et très en lien aussi avec l'accroche, très souvent on a des préparationnaires qui concluent dès l'introche. Donc c'est-à-dire qu'ils commencent avec une accroche, au lieu d'introduire le sujet, ils concluent comme si le sujet pouvait se conclure dès une accroche. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors dès l'accroche ou dès la fin de la conclusion. L'accroche, elle est là pour ouvrir. Si on clôture l'affaire dès que l'on a fini l'accroche, ce qui est souvent est le symptôme d'une accroche toujours la même, que l'on va placer là, pouf, c'est terminé, et puis après il y a la scission avec le reste, on ne comprend pas bien pourquoi il y a cette accroche-là, qui n'est plus une accroche, c'est juste un patère au mur, et puis on n'y fait rien, on n'accroche rien dessus précisément. En fait, le danger, c'est de faire que cette introduction soit une conclusion. D'où la très grande importance à apporter aux formulations. Je le répète, hein, ce sont des hypothèses, donc avancer par hypothèse. Pas de formulation définitive. Le monde sait, point. Tel aspect, c'est ça. Et une phrase affirmative, non. Utiliser des conditionnels, utiliser des tournures d'hypothèses qui permettent précisément de proposer quelque chose. La conclusion sera le moment où on viendra conclure, mais on ne va pas conclure avant d'avoir commencé. Bien sûr, et on voit l'importance justement de mettre en lien les termes du sujet avec l'amorce, parce que ça permet d'entrer dans la phase de définition des termes du sujet, qui est une phase capitale. On avait évoqué déjà cet aspect-là dans une de nos vidéos précédentes. Pour rappel, pour les étudiants qui n'ont peut-être pas vu ce moment-là, est-ce que c'est important de bien définir les termes du sujet? Concrètement, est-ce qu'on peut utiliser la même définition dans tous les sujets? Alors, jamais, mais jamais de la vie. D'abord, inutile de vouloir définir, ne serait-ce qu'en 2 lignes, le monde. Parce qu'alors, on arrête tout de suite, ça ne sert à rien. Pas besoin d'y utiliser toute l'année. Voilà, pendant toute l'année, on essaye de faire le tour de la notion en se rendant compte, de toute façon, comme toutes les notions complexes et toutes les notions essentielles, que l'on n'a jamais fait le tour complètement, mais qu'on continue d'avancer sur, parce que sinon on n'a plus qu'à ranger au placard et c'est terminé. Donc je ne pense pas qu'on puisse mettre le monde au placard. Donc inutile de vouloir définir le terme par lui-même, indépendamment des autres termes qui vont entourer le mot « monde ». C'est donc une interaction. On a pu dire dans précédentes interventions que le monde était une coïncidence. Il faut faire coïncider le mot « monde » du sujet avec les autres termes qui peuvent apparaître. C'est absolument essentiel. Bien sûr, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est le petit terme qui met en valeur justement le terme de monde et non pas l'inverse. Et de cette étape du coup de définition des termes du sujet émane la problématisation qui va être finalement l'ensemble des réflexions qu'on va pouvoir mener concernant le sujet. Qu'est-ce qu'une bonne problématisation selon toi? Alors une bonne problématisation, c'est d'abord une problématisation qui fait suite à la mise en évidence d'un paradoxe. Tout sujet est une invitation à se confronter à quelque chose qui va à l'encontre de la doxa. Donc, il faut, avant toute chose, à partir de l'amorce, par exemple, arriver à un ou des paradoxes. Quelque chose qui fait que ce qui semblait aller en ligne droite, en fait, déraille. À un moment, ça ne va pas. La problématique va être le moment où, face à ce paradoxe, qui peut sembler a priori insoluble, on décide de prendre de la hauteur. Je rappelle que le mot problématique vient de probléma en grec qui signifie le promontoire. Donc on va monter un peu, on va prendre de la hauteur. De cette hauteur-là, on ne va rien régler. Il va falloir redescendre dans l'arène, évidemment. Mais en tout cas, on aura pris de la hauteur. Donc la problématique est un moment crucial, et il faut bien la poser, où on prend cette hauteur qui va nous permettre ensuite de dessiner les chemins à venir. Des problématiques qui sont des vraies problématiques. Il y a de fausses problématiques, ou disons des problématiques insatisfaisantes, qui sont ce qu'on peut appeler des problématiques fermées, qui commencent par « en quoi »,« pourquoi »,« comment », qui invitent de toute façon à l'exposer, qui invitent à décrire le pourquoi, le comment, le en quoi. Donc, de façon un peu schématique,
Une bonne problématique sera une problématique qui va permettre, sans effet de rhétorique, qui va permettre de répondre, grosso modo, par et oui et non, ou et non et oui. C'est-à-dire qu'une chose va être acceptable, et on va pouvoir la démontrer, mais même si elle est acceptable, elle a des limites, et que ces limites, il va falloir les mettre en évidence, et que de ces limites vont pouvoir naître d'autres propositions qui ne sont pas en contradiction absolue, qui ne sont pas non plus des espèces de chemins de traverse qui sortent de nulle part et qu'on viendrait poser là. Petit classique, on va, sur le monde, on va l'esthétiser, on va enfin je sais pas, il y a plein de pistes possibles, on va le sublimer. Voilà. Alors, le sublime du monde, merveilleux, on a trouvé la troisième partie, pof, on n'a plus à y réfléchir, de toute façon, je fais une troisième partie sur le sublime. Résultat, catastrophe. Parce que, évidemment, il peut y avoir des éléments intéressants, mais tout doit entrer en cohérence. Sans cette cohérence, ça ne peut pas fonctionner. On est très sensible à la cohérence. Bien sûr. Et pour revenir sur le plan du coup que tu avais évoqué, évidemment c'est très intéressant de voir le présupposé, les limites des sujets. Attention à ne pas être catégorique en disant que c'est oui, que c'est non. Sinon on arrive sur des... on arrive sur des choses là aussi catastrophiques, c'est-à-dire ça chute. On a dit une chose de façon catégorique, puis on va dire le contraire. De façon tout aussi catégorique. Donc alors là, pour le coup, on est paumé puisqu'on n'a pas avancé d'un iota et ça s'annule. Alors, on est très on peut repartir sur une troisième partie qui souvent sort de nulle part. On est autant hors sujet que hors du monde. Donc, c'est ce qu'on voit aussi à travers les plans. Le grand 3 qui est plutôt un dépassement, normalement s'inscrit dans la continuité, comme tu l'as dit, du 1 et du 2 et reprend des arguments clés des deux parties pour dépasser, aller plus loin. Concrètement, un bon dépassement, justement, va amener quelque chose de nouveau? Ou est-ce qu'on peut considérer qu'une synthèse des deux premières parties pourrait être une solution intéressante? Bon, alors, on a tendance à répéter toujours la même chose. Le plan thèse, antithèse, synthèse se transforme très souvent, tu me permettras la grossièreté de la chose, mais en thèse, antithèse, foutaise. C'est-à-dire que ça ne ressemble plus à rien. Voilà. C'est une espèce de patchwork de choses insatisfaisantes. Si la synthèse est véritablement comprise, si elle était véritablement comprise comme dans les exercices de rhétorique antique, comme une forme de rassemblement, de resserrement des choses pour permettre précisément de poser autre chose, synthesis, alors ça fonctionnerait. Mais en général, ça ne fonctionne pas. Donc, ce dépassement, entre guillemets, est en fait une résolution. Plus encore qu'une forme de dépassement, c'est une résolution du paradoxe et de la problématique. Donc, il faut trouver les voies de la résolution. Mais ça n'est pas anticipable. Ça va dépendre véritablement du sujet auquel il faut être particulièrement attentif. Voilà, donc dans tous les cas, les trois parties viennent répondre à la problématique qui découle de la problématisation, de la définition des termes du sujet. C'est comme ça, finalement, qu'on répond bien à la spécificité du sujet. C'est ce qui est attendu par les correcteurs. Oui, et en conservant, petit truc, de toute façon, en conservant une forme d'unité sémantique. L'un des conseils que je donne à mes étudiants, mais que je dis qu'il n'est un secret pour personne, parce que je pense que tous les professeurs donnent exactement la même consigne, c'est qu'une fois qu'on a le sujet, c'est essayer de faire une espèce de listing du champ lexical, du champ sémantique, du sujet qui est proposé. Et une fois qu'on a fait le listing par des mots, synonymes, antonymes, etc., redispatcher l'ensemble à l'intérieur de la copie pour être certain à tout moment, tout argument, d'être toujours dans le sujet. Parce qu'on se retrouve parfois avec des propositions d'arguments où le mot monde n'apparaîtrait plus, et puis alors le mot qui apparaissait à côté du mot monde, non plus. Et alors là, on est sûr d'être hors sujet. Donc, adopter cette attitude-là, avec intelligence évidemment, ça me semble être quelque chose d'essentiel. Ça évite en tout cas les pires dérapages. Faut en tout cas que les préparationnaires se rappellent toujours qu'il est très important de se demander pourquoi le concepteur a choisi ce terme-là plutôt qu'un autre, et ça fera très souvent de meilleures problématisations. Ah oui. J'avais une question pour toi qui m'interpelle. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler des paragraphes tout cuits, des dissertations parfaites, comme quoi il suffit d'apprendre 12 paragraphes à peu près par cœur ou une dissertation qu'on peut recaler partout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que correcteur ?
Si ça existait, d'abord, on ne serait plus là, ça ne servirait plus à rien. Il n'y a pas de plan parfait, il n'y en a jamais eu. Il y a des choses auxquelles on peut se préparer. Éventuellement, on peut parer l'inattendu, mais il n'y a pas de plan parfait. Le pire étant l'idée, que j'ai vu traîner de temps en temps, qu'il y aurait le plan idéal que l'on pourrait resservir à tous les coups. Alors, d'abord, c'est faux, et deux, ça me questionne. Ça me questionne sur l'ambition même de ce concours et des études que l'on va suivre. Cela voudrait donc dire que pour n'importe quel problème qui dans l'avenir se présentera, il y a la solution toute faite, applicable, transposable systématiquement. Je ne vois pas en quoi cela peut correspondre à un monde vivant, évolutif, et pour de futurs managers, je crains le pire. Il faut perpétuellement s'adapter parce que les choses bougent. Et cette agilité de l'esprit à faire face à l'inattendu, à l'inquiétant, pourquoi pas, correspond précisément à l'ambition de l'épreuve. Proposer des pistes, mais jamais la même piste tout le temps. Catastrophique. Quant au paragraphe que l'on aurait glané à l'extérieur, que l'on aurait appris par cœur parce qu'il semble parfait, cela donne des dissertations patchwork. Je ne dis pas que certains ne passent pas à travers les mailles du filet. Mais ceux qui passent à travers les mailles du filet, en général, ce sont des gens qui ont apporté une touche supplémentaire, qui ne se sont pas contentés de coudre entre eux des choses toutes faites qu'ils auraient apprises par cœur. Et surtout qui ne viendraient pas d'eux. Ce sont des gens qui ont une intelligence suffisante pour s'appuyer, c'est vrai, sur des choses qu'ils ont pu apprendre, pour leur faire gagner du temps. On est dans un concours, on ne va pas dire que ce n'est pas bien, non, mais qui auront apporté leur touche personnelle. Sans quoi, là encore, ça me semble quand même... intellectuellement, c'est quand même assez frauduleux. Alors, commencer sa carrière avec ce type de fraude intellectuelle, moi, ça me gêne toujours. Et du coup, Frédéric, concernant les paragraphes tout cuits, on a dit que c'était pas forcément une bonne idée, étant donné que ça se voit très très rapidement quand un paragraphe a été appris et calqué, entre guillemets, bêtement. Mais par contre, préparer ses propres paragraphes avec ses propres réflexions et sa propre culture, est-ce que tu penses que c'est une idée intéressante ? Alors ça, c'est une idée vraiment intéressante. D'abord parce que ça fait partie du travail du préparationnaire. Enfin, on n'oublie jamais dans quelles circonstances on fait une dissertation. On fait une dissertation dans le cadre de la préparation d'un concours. Donc oui, il faut optimiser son temps. Oui, il faut se préparer à quelque chose. Et rédiger ses propres paragraphes, ça me semble être un entraînement absolument décisif. En ce sens que l'on se fait la plume, on se fait la main, on regarde comment sur tel type d'argument, par exemple, telle illustration va pouvoir fonctionner, plus ou moins. Alors l'idéal, c'est de travailler en équipe, c'est-à-dire avec des personnes. On s'échange les paragraphes, on regarde, on voit si ça fonctionne ou pas. De travailler évidemment avec l'enseignant, parce que c'est quand même celui qui, in fine, aura l'œil le plus expert sur la production. Mais oui, enfin, je sais qu'à titre personnel, j'ai plusieurs drives avec mes étudiants où chacun va déposer ses propositions et je lis. Bon, alors c'est vrai que certains vont apprendre, mais ce qu'ils apprennent, c'est surtout le déroulé. Mais comme ça vient d'eux, en fonction du sujet, ils vont pouvoir l'adapter. Je m'en rends bien compte, il y a des sujets qu'ils ont préparés, enfin pas des sujets, des paragraphes qu'ils ont préparés sur un argument, dans un plan que l'on a pu faire, ils reprennent l'argument qui leur semble assez transversal, qu'ils pourraient réutiliser, et pourquoi pas, ça fait partie de la stratégie. Ils développent le paragraphe, c'est rassurant, évidemment, mais je vois très bien que l'argument revenant dans une dissertation que j'ai pu donner, eh bien, ce n'est pas toujours le mot pour mot, ce sont parfois des expressions, ce sont des phrases, parce que ça a été travaillé, ça claque bien, et puis ça évite le temps que l'on peut prendre pour rédiger, mais il l'adapte, c'est adaptatif. Il y a des choses qui sont structurées, mais la structure est souple. Donc oui, c'est une bonne idée de rédiger ces paragraphes. De la même façon qu'avant le concours, c'est une très bonne idée que de rédiger des dissertations, s'entraîner à re-rédiger des dissertations. Bien sûr, mais c'est justement tout l'intérêt de ces paragraphes, c'est que ça apparaisse comme authentique et que ça soit vraiment le déroulé de la pensée. Donc si ces paragraphes-là sont préparés, mais qu'ils sont, entre guillemets, adaptés à la spécificité du sujet, qui est toujours l'enjeu clé de la dissertation, ça peut être intéressant. Et dans ces cas-là, tu parlais juste avant de dissertation et notamment du fait de s'exercer. Est-ce que tu penses que c'est possible d'arriver au concours sans avoir réellement rédigé de nombreuses dissertations ? Est-ce que pour toi, s'entraîner à disserter fait partie de la préparation qu'on peut attendre des préparationnaires à un mois du concours ? S'entraîner, oui, ça me semble essentiel. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux.
face à l'exercice. Certains auront une plume aisée. Donc ceux-là, évidemment, pourront peut-être axer sur le fait de faire des plans, de voir comment on peut essayer d'agencer l'ensemble et arriver à chaque fois des propositions qui leur semblent les plus fluides possibles. Donc ça, c'est un avantage énorme. Mais quand, comme c'est le cas quand même pour beaucoup d'étudiants, on n'a pas la plume très aisée, ben oui, il faut écrire. Oui, il faut écrire. C'est-à-dire, non seulement écrire un paragraphe, mais pas seulement un paragraphe, enchaîner les paragraphes, puis écrire toute une partie. Ça peut être un exercice. On prend un sujet, on l'analyse, on fait une intro, bon, on fait un plan détaillé, et on dit, je vais rédiger une partie. Et on voit comment on enchaîne. Et puis on se chronomètre également. Parce que le temps est limité. On arrive très souvent à lire des copies dont on voit très bien qu'il y a un essoufflement in fine. Parce qu'il y a eu beaucoup de temps de passer sur la première partie, sur la deuxième, et puis alors, la troisième partie, alors même que c'est un moment capital, la troisième partie, on voit des paragraphes qui se réduisent, les illustrations sont moins bien exploitées, et c'est un peu dommage, parce que ça vient un peu altérer l'appréciation générale que l'on a de la copie. Donc s'entraîner avec un temps limité, se dire, pour chaque paragraphe, il me faut tant de temps. Surtout que c'est dommage parce que le Grand 3, le dépassement, c'est vraiment la partie finalement la plus authentique, la plus personnelle. Très souvent, c'est quelque chose qui est un peu moins dans les codes du Grand 1 et du Grand 2, où quand on a compris un peu l'objectif de la dissertation, on voit plutôt bien ces parties-là. Le Grand 3, c'est quand même finalement l'épingle qui sort du jeu après l'introduction et évidemment la cohérence du 1 et du 2. C'est authentique, c'est l'adjectif que tu utilises, et c'est un adjectif que j'aime beaucoup parce que le mot authentique, étymologiquement, ça veut dire dont on est l'auteur. Donc être authentique dans cette troisième partie, ce sera peut-être le point de rencontre véritablement avec l'examinateur, parce que souvent la première et la deuxième partie se répondant assez logiquement, mais reposant sur des, en tout cas présupposés ou des choses a priori, relève plus de l'exercice de style où on montre qu'on a des connaissances et qu'on est capable d'organiser ces connaissances en fonction du sujet, mais sur des a priori. La troisième partie, c'est l'appropriation définitive du sujet sur la base de ces a priori que l'on a pu relativiser par le candidat. Donc c'est là que le candidat va véritablement s'exprimer sur le sujet. Donc c'est un moment de rencontre, et c'est dommage que ce moment de rencontre en général soit un peu raccourci parce que le temps aura manqué. Bien sûr. Et du coup, ce qui en découle naturellement, c'est une conclusion qui est très souvent bâclée. Est-ce que toi, en tant que correcteur, tu fais vraiment attention à la conclusion? Est-ce que c'est primordial sans être essentiel? Comment tu te situes par rapport à la conclusion? La conclusion est essentielle parce que quand je parlais du corps, il y avait la tête, le corps et l'esprit. Enfin, les pieds. Sans la conclusion, ça ne marche plus. Donc, il faut une conclusion. Alors, évidemment, c'est un moment important. Si la conclusion est moins bonne, ce n'est pas terrible. Je veux dire, c'est pas trop grave. En revanche, si la conclusion est bonne, c'est un bonus absolu. Moi, je donne pour conseil, toujours, quand c'est possible, de rédiger la conclusion pas très longtemps après l'introduction, ce qui n'empêche pas, au fil de la dissertation, de voir avancer sa pensée et donc de retravailler la conclusion in fine, parce qu'il ne faudrait pas que tout soit complètement figé. Mais la partie rédactionnelle est une partie véritablement rédactionnelle, il ne faut pas l'oublier. Ça n'est pas qu'un exercice de la pensée, la dissertation, c'est également un exercice d'écriture. Et donc, il faut que ce soit tenu, maintenu. Donc, il y a cette double forme qui est propre à la culture générale, qui exige que jusqu'à la fin et jusqu'à la conclusion, on essaye d'être le plus top possible. Donc, moi, la conclusion, j'aime beaucoup quand elle revient à l'introduction dans une espèce de retour. On aura fait le tour du monde, en quelque sorte, mais faire le tour du monde, ça n'est pas nécessairement revenir au point de départ. Précisément, c'est ce qu'apprend le tour du monde. Bien sûr, et pour revenir sur cette notion de lien entre l'introduction et la conclusion, très souvent, on a des candidats
qui sont un peu hésitants concernant l'ouverture. Est-ce que c'est quelque chose que tu préconises, l'ouverture pour les préparationnaires en culture générale, à la fin de la conclusion, quelque chose qui ouvre un peu le sujet? Ou sinon un écho peut-être à l'accroche Oui, alors c'est difficile d'être catégorique là-dessus. Moi, j'ai toujours tendance à dire quand même que l'ouverture, c'est la porte ouverte à absolument tout et n'importe quoi. Et puis, pour une espèce de petit clin d'œil un peu décalé, on n'oublie pas qu'il y en a un dans les bronzés qui avait sans cesse des ouvertures, mais qui ne concluait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, il s'agit de conclure quand même. Donc, avoir des ouvertures, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et souvent, ça fait flop. Donc, puisqu'il s'agit d'un exercice complet, sur lequel il s'agit de faire le tour d'une question, moi j'aime beaucoup que, même si ce n'est pas un impératif, j'aime beaucoup que la conclusion fasse un écho à l'introduction, d'une manière ou d'une autre, mais en montrant que quelque chose s'est passé entre les deux. Et là, on aura vraiment le sentiment que la dissertation aura servi à quelque chose. Bien sûr, l'introduction pose les bases, comme on dit, et pose la spécificité du sujet. Le développement vient étoffer les réflexions et la culture, et la conclusion vient terminer la dissertation de façon à ce qu'on ait le corps, la tête et les pieds, comme tu disais tout à l'heure. Pour revenir sur une question, notamment la problématique, puisque tu évoquais la question, certains étudiants sont un peu tiraillés entre reformuler la problématique si le sujet est une question ou ne pas la reformuler. Est-ce que tu as une idée, toi, concrètement Alors ça, vraiment, ça va dépendre du sujet. Okay. Il y a des sujets qui sont posés et qui se suffisent à eux-mêmes. C'est la question qui est posée. Aimer, est-ce se perdre? La question est posée. Oui. Tenter de la reformuler alors que tout y est, là, c'est la porte ouverte un peu à tous les risques. Alors pourquoi pas? Il y a des sujets sous forme de questions qui méritent d'être reformulés parce que la question par elle-même invite à la reformulation. Bon, ça peut arriver. Et puis de toute façon, quand un sujet ne se présente pas sous la forme d'une interrogation, la problématique, là, elle devra prendre en compte les termes qui ont été posés dans le sujet, mais la question sera absolument nécessaire selon les consignes que l'on donnait tout à l'heure. Bien sûr, l'importance de la problématique pour venir justement conclure la problématisation dans l'introduction. Oui, et avec la petite difficulté supplémentaire apparue depuis 2 ans au sujet ESSEC et DEC, du sujet citation, dont je ne sais pas s'il sera réitéré cette année, mais qui pose encore d'autres difficultés, raison pour laquelle il faut sans doute aussi... on ne sait jamais, s'entraîner dessus, parce que les attentes ne sont plus tout à fait les mêmes. Souvent en philosophie, dans les dissertations de philosophie, il n'y a pas de citation. Souvent dans les dissertations de littérature, il y a une citation, mais parce qu'elle est une ouverture à une réflexion sur un fait qui est évoqué. Pour la dissertation de culture générale... Ça pose problème. Ça pose problème tout simplement parce que, quoi qu'on en dise, il y a un prisme. Si on a la citation de La Rochefoucauld ou si on a la citation de Montaigne, prime à celui qui connaît La Rochefoucauld et Montaigne. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas traiter le sujet si on ne connaît pas les deux auteurs. Mais d'emblée, il y a une prime A, implicite. Qui est là. Donc ça peut être gênant. Maintenant, il peut y avoir de très beaux sujets avec citation, je n'en doute absolument pas. Mais on n'est pas dans une dissertation de top 1, par exemple. Voilà. Bien sûr, et potentiellement aussi rappeler aux étudiants qui nous regardent que les sujets à citation sont nouveaux, entre guillemets, ça fait 2 ans que ça tombe à l'ESSEC et DEC, et ne pas forcément expliciter la pensée de Montaigne ou la pensée de La Rochefoucauld comme un exposé, encore une fois, puisqu'on est toujours dans une dissertation. Alors, il ne faut pas le faire. Maintenant, puisque le sujet a été choisi en référence à un auteur, il est compliqué de faire abstraction, puisque l'auteur y est. Donc, difficile de faire abstraction de la chose. Alors, il faut dépasser cela, mais il me semble que c'est une difficulté supplémentaire. Exactement. Il ne faut pas l'omettre sans pour autant se focaliser que sur ça non plus. C'est toute la difficulté de ces sujets-là. Donc, c'est difficile, oui. Bien sûr. En tout cas, je te remercie vraiment pour ces derniers conseils. Je suis sûr que ça va aider un bon nombre de préparationnaires à l'approche des concours. Je voulais te remercier pour ces 4 épisodes qu'on a pu tourner ensemble. C'est toujours un plaisir de te retrouver et de discuter avec toi de culture générale. Et hâte, du coup, de savoir le prochain thème. On se retrouve très bientôt, Frédéric. À très bientôt.